je vais vous parler de la cohorte CKD-RIN, alors elle qui correspond vraiment à la définition d'une cohorte clinique, hein, c'est une cohorte sur la maladie rénale chronique, donc qui est coordonnée, que j'ai coordonnée enfin, au départ et qui maintenant est coordonnée par Natalia. Donc, ça, c'est le plan que je vais dire. Donc, je vais parler un tout petit peu du contexte et de l'opportunité qui a été le PIA. Vous verrez que c'est un contexte qui est extrêmement différent de celui qui a été décrit par Marie et par Marie-Aline et par Maria également. Je parlerai ensuite un peu de la cohorte CKD-RIN, ses objectifs, de son système d'information et de sa biobanque, comment on s'est organisé pour ça, et de nos liens avec les différentes plateformes technologiques et les réseaux internationaux qui étaient une demande de l'ANR. Je dirais un mot du business model, hein, puisque c'est le mot qu'on dit qu'on emploie, peut-être que ce n'est pas la bonne définition, mais bon. Et puis de notre gouvernance, je dirais quand même un mot de notre gouvernance et de la valorisation. Voilà. Alors, quand on se place en 2012, au moment de cet appel à projet, la maladie rénale chronique, il fallait pour cet appel à projet traiter d'un problème de santé publique important. Or, en 2012, la maladie rénale chronique en tant que telle était uniquement vue à travers, je dirais, la défaillance rénale pour des personnes qui étaient dialysées et greffées. C'était la seule vue qu'on en avait. Il y avait une absence de vue de ce que c'était que la maladie rénale chronique, sa fréquence, les risques qui étaient associés. Donc, nous, on avait mis en place avec l'Agence de la biomédecine dès 2002 le registre national de la défaillance rénale avec traitement de suppléance qui avait été mis en place parce que juste avant les années 2000, on avait assisté à une augmentation très importante de l'incidence des défaillances rénales avec besoin de dialyse et de greffe il y avait un besoin pour à la santé publique de suivre ces évolutions. Donc, en 2012, là, le registre était entièrement national, il était distribué sur l'ensemble du territoire. La prévalence de la dialyse et de la greffe, ça rapidement, c'était environ 70 000 patients, 40 000 en dialyse, 30 000 greffés, une augmentation de 4% par an, mais ça concernait une personne sur 1000, c'est-à-dire très peu de monde, mais avec des coûts très importants pour le budget de la santé, plus de 4 milliards d'euros par an. Et donc, c'est ça qui en faisait un problème de santé publique. Et ce qui était préoccupant, c'est que d'une part, l'incidence restait toujours en augmentation, ce qui sous-tendait que la prise en charge en amont n'était pas très bonne, alors qu'il y avait des traitements qui existaient. L'autre chose aussi qu'avait montré le registre RIN, c'est que en dépit de la prise en charge des patients, il y avait près d'un tiers des patients qui démarraient leur dialyse en urgence, ce qui était un vrai problème avec une mortalité très importante, et puis des patients qui pouvaient démarrer la dialyse sans même avoir jamais vu un néphrologue avant. Alors, se posait en France, comme dans les autres pays, le problème d'aborder la maladie rénale chronique, ce qui a été très longtemps impossible parce qu'on n'en avait pas de définition. La maladie rénale chronique, c'est une myriade de diagnostics, de maladies plus ou moins fréquentes, mais une myriade de diagnostics. Et en fait, c'est seulement en 2002 qu'a été définie la maladie rénale chronique par la présence persistante pendant plus de 3 mois de marqueurs de lésions rénales, c'est-à-dire la présence d'une albuminurie, d'autres marqueurs éventuellement, hein, la biopsie rénale, etc., ou par la baisse du débit de filtration glomérulaire, un facteur inférieur à 60 millilitres minute, et ce, indépendamment de la cause. Et ce qui était très important, c'est qu'en réalité, pour pouvoir agir sur la progression de la maladie, une fois la maladie démarrée, le mode de prise en charge des patients est comparable, c'est les mêmes traitements, la même prise en charge. Donc, ça, c'était la définition, c'est ce qui a permis ensuite que nous, pour aborder ce problème, la première étape pour nous, ça a été la création d'un réseau sur la maladie rénale chronique, un réseau INSERM qui a été financé et qui a permis de rassembler un certain nombre de personnes, des épidémiologistes, des néphrologues, etc., et d'avoir notamment pour la collaboration avec l'étude des 3 cités, une première estimation de la prévalence en France, en tout cas chez le sujet âgé, et qui était de 28% chez les plus de 60 ans. Et puis, avec Marie, on a eu l'expérience de travailler avec la cohorte Néphrotest. La cohorte Néphrotest, c'était une cohorte qui était montée
par des PUPH de physiologie, d'exploration fonctionnelle rénale, donc 3 sites, mais qui a été financé par l'appel d'offres Très grande infrastructure de recherche et qui a été une première étape pour nous pour constituer une cohorte. Les cliniciens suivaient les patients, mais en réalité, ils ne savaient pas ce qui devenait quand ils ne venaient pas chez eux. Et nous, ce qu'on a fait avec Marie, c'est de chaîner cette cohorte avec d'une part les registres du RNPP et d'autre part avec le registre rein, et au moins, on savait ce que devenaient tous ces patients. Alors, juste, pourquoi est-ce que je vois pas ça? Ah, comment est-ce que je... Le petit trait, où ça? Ah oui, d'accord, ok, sinon j'éteins. Ok. Oh là là, alors là, ça va plus du tout. Bon, enfin bref. Donc, en 2009, avec cette cohorte néphrotest, avec Marie, on a commencé à travailler avec le consortium international sur le pronostic de la maladie rénale chronique, ce qui nous a permis de nous mettre en relation avec tout un ensemble de cohortes sur la maladie rénale chronique dans le monde. Et puis, en 2010, au sein du réseau, on a un des membres du réseau qui est venu en disant, ben voilà, ce serait bien qu'on monte un PHRC, on est invité à participer à une cohorte internationale, CECADOPS, sur les pratiques cliniques dans la maladie rénale chronique, et ce serait bien qu'on y participe. Donc, on a répondu à un appel d'offres sur du PHRC. Tout ça pour dire que lorsqu'est sortie la période du PIA en 2010, on avait déjà tout un réseau de personnes qui se connaissaient, qui faisaient de la recherche et de l'expérience sur la maladie rénale chronique, notamment dans la cohorte néphrotest, on avait une connaissance aussi sur les biotech, la constitution d'une biotech. On avait la connaissance de tous les services de néphrologie, et je dirais que eux aussi, ils nous connaissaient, hein, bien. Et on a été prêts à pouvoir monter un projet. Et en réalité, à ce moment-là, la question qui s'est posée au sein du réseau, c'était est-ce qu'on fait un projet dans lequel on met CECADOPS à côté de néphrotest et à côté d'autres choses, ou est-ce qu'au contraire, on prend l'étude CECADOPS et on en fait une grande cohorte avec, voilà. Et c'est ça qu'on a fait. C'était une cohorte avec vraiment des objectifs, etc. Donc, c'est la stratégie qu'on a eue. Alors, est-ce que je ne peux pas passer? Je suis bloquée. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est la vue d'ensemble de la cohorte. Donc, on avait des objectifs qui étaient que dans la maladie rénale chronique modérée ou sévère, je vous passe la question des stades, etc. C'était d'étudier les déterminants et les biomarqueurs de progression et de complication de la MRC, donc des objectifs étiologiques, analytiques. Des objectifs qui étaient beaucoup plus cliniques, qui étaient d'identifier les meilleures pratiques pour ralentir la progression, améliorer la survie et la transition vers la défaillance rénale, réduire les hospitalisations et les coûts. Donc ça, c'était vraiment un objectif clinique qui avait besoin qu'on observait en vie réelle, et puis comprendre ce qui est important dans la maladie rénale chronique du point de vue du patient. Donc, le suivi, c'était un suivi sur 8 ans, avec, je vais revenir un peu sur le suivi, et dans lequel on s'intéressait non pas seulement aux événements rénaux, c'est-à-dire l'entrée en dialyse, la greffe rénale, etc., mais on s'intéressait également à tout un ensemble d'événements non rénaux, parce que la maladie rénale chronique, en réalité, les patients, les chances qu'ils progressent vers la défaillance rénale nécessitant la dialyse ou la greffe, elle est finalement beaucoup moins importante que celle de décéder d'autres choses ou d'avoir d'autres événements. Et puis, on avait un volet santé perçue très important. Et puis, dès le départ, on souhaitait un chaînage au SNDS. Et voilà, je pense que vous avez longtemps entendu parler de cette question. Marie, là, maintenant, vient d'obtenir ce chaînage. Nous l'avons enfin. Et donc, on va enfin pouvoir s'y pencher. Donc, la cohorte en chiffres, c'est 3000 patients avec tout type de maladie rénale chronique, stade 3 ou 4, dans 40 consultations de néphrologie, et ils étaient suivis par 200 néphrologues. Alors, dans les cohortes en population, on vous a parlé des questions de représentativité. Comment ça se pose pour une cohorte clinique? Nous, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est que cette cohorte, qui était censée représenter les pratiques, soit limitée au CHU. Donc, il fallait qu'on ait une représentativité des établissements. C'est ce qu'on a fait
d'abord en faisant le recensement de toutes les consultations de néphrologie, en les classant selon leur statut, public, privé, privé à but lucratif. Et ensuite, on a sélectionné les établissements pour avoir une représentativité selon les différents statuts. Il fallait aussi une représentativité géographique parce qu'en France, l'incidence de l'insuffisance, de la défaillance rénale est très variable. Elle peut varier de 1 à 3 selon la région. Donc, il était très important d'avoir toutes les régions représentées. L'autre écueil qu'on ne voulait pas, c'est qu'à l'intérieur des sites investigateurs, ce soit les médecins qui décident des patients. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est que les patients soient recrutés au moment d'une consultation de routine, mais il ne fallait pas que ce soit les médecins qui décident de tel ou tel. Donc, le premier travail qu'on a fait, c'était de recenser tous les patients éligibles, c'est-à-dire la file active dans chacun des centres. Et ensuite de ça, c'était nous qui disions, les attachés de recherche clinique qui étaient dans chaque centre surveillaient la venue en consultation de ces patients-là. Et à ce moment-là, on les prévenait 2 semaines avant, on prévenait le médecin, et c'est comme ça que le consentement pouvait être demandé. Et donc, du coup, ce n'est pas les médecins qui ont choisi, c'est nous qui leur avons dit, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de refus, mais en tout cas, voilà. Et donc, comme vous voyez ici, donc on a recensé un peu plus de 13 000 éligibles, et l'âge médian des inclus, il est un tout petit peu plus jeune que celui de l'ensemble des éligibles. On a eu un petit peu plus d'hommes qui ont participé, mais en termes de stade de la maladie et de diabète, c'était complètement comparable. Et je signale que pour favoriser la participation, c'est moi qui me suis déplacée absolument dans tous les sites investigateurs pour leur dire à quel point c'était important de participer. Voilà, c'est bon connu. Hein. Donc là, c'est la collecte des échantillons. Donc, c'est une collecte d'échantillons, enfin, c'est une collecte de données et d'échantillons qui est extrêmement importante, qui est d'une part au niveau des patients, mais d'autre part au niveau des cliniciens, des néphrologues et des structures. C'est un recueil de données qui se fait d'une part par les attachés de recherche clinique qui regardent, qui collectent des données dans les dossiers médicaux. Je ne vais pas étendre là-dessus, mais je veux dire, c'est toutes les comptes rendus d'hospitalisation, toutes les comptes rendus de consultation, etc., qui interviewaient les patients et qui faisaient un certain nombre de mesures. Tout ça, ça leur prenait 4 heures. D'accord? Donc, il y avait un temps de préparation. Le budget ARC a été très important. On a eu au total 40 ARC qui ont été recrutés. On avait 12 équivalents temps plein qui étaient rémunérés chaque année et c'était un budget de 500 kilo € par an pendant 8 ans. La seule chose, le seul écart qu'on a fait par rapport à on observe la vie réelle, c'est que c'est-à-dire on observe ce qui se passe en routine. Le seul écart qu'on a fait, c'est que dans la maladie rénale chronique, pour un malade rénal, c'est très important d'avoir des examens biologiques. Et on ne pouvait pas se reposer uniquement sur la biologie de routine prescrite par les cliniciens. C'est ce qu'ont fait nos collègues américains dans l'étude CECADOX, et ils se sont rendus compte que même pour des examens très importants, comme l'albuminurie, qui normalement doit être recueillie 1 fois par an, c'était moins de la moitié des patients. Donc nous, on a exigé qu'il y ait un bilan standard qui soit fait chaque année, qui est celui qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé pour le suivi des malades rénaux chroniques. C'est le seul écart qu'on a fait. Donc, on ne peut pas observer comment sont prescrits les examens biologiques, mais au moins, on peut suivre l'évolution de la maladie. Voilà. Donc, les patients ont rempli des autoquestionnaires qui sont très importants. Le chaînage avec le registre rein et le RNIPP, il a été annuel pendant tous les ans, ce qui fait qu'en fait, on a extrêmement peu de patients dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus du point de vue du statut vital et du statut de leur rein. Voilà. Et les données du SNDS, bon ben voilà, on vient seulement de les obtenir, donc ça c'est un... Voilà. Donc on commence à mettre le nez dedans. Et puis, on a fait une biotech de sang et d'urine à l'inclusion à 2 ans, à 5 ans, avec des difficultés à cause du Covid. Donc, on a une première phase de suivi actif avec les attachés de recherche clinique qui a duré de 2013 à 2020 et une phase de recueil passif qui a duré jusqu'en 2023. On a eu beaucoup de chance en ce qui concerne nos systèmes d'information, et c'est pour ça aussi qu'on a pu démarrer très rapidement,
c'est qu'on travaillait depuis des années, ça faisait des années qu'on travaillait avec l'Agence de la biomédecine, et mon collègue de l'Agence de la biomédecine, qui est très doué en bioinformatique, a réussi à vendre à l'Agence de la biomédecine que ce serait bien qu'il soit système d'information pour notre cohorte. L'Agence de la biomédecine, je rappelle qu'elle doit gérer l'accès à la greffe. Elle avait accepté de gérer le registre de la dialyse, elle a aussi accepté de gérer notre système d'information. Et donc, du coup, on a pu avoir très rapidement, en utilisant tout un ensemble d'outils et surtout leurs prestataires informatiques, un dossier informatisé avec accès à toutes sortes de moyens, notamment un serveur d'identifiant, tout le référentiel pour les centres de santé, toutes sortes de système de codage, la SIM10, mais aussi l'ATC pour les médicaments, etc. Ça pouvait générer des formulaires web, tout le data management et le contrôle qualité se faisait comme ça, etc. Évidemment, c'était très sécure, etc. Et en plus, on avait le lien direct tout près avec le registre de la dialyse et de la greffe, ce qui fait que chaque année, on pouvait vérifier si les patients étaient dialysés ou greffés. Ça va bientôt être fini, puisqu'on va passer à FranceCorps, parce que l'Agence de la biomédecine s'était rendu compte que c'est nous qui prenions le plus de place sur leur... voilà, parce qu'avec tous nos comptes rendus d'hospitalisation, etc., on leur prenait beaucoup de place. Voilà. Et donc, on est en train, mais ça, c'est... Je laisse Grégoire en parler. La collection biologique, là aussi, ça a été un énorme travail et on a eu des chances importantes qui étaient d'une part qu'on avait au sein du consortium des gens qui savaient extrêmement bien comment collecter les échantillons, ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait les centrifuger, pas les centrifuger, combien de temps on pouvait les laisser à 4 degrés, est-ce qu'il fallait les transporter sur le froid, enfin, bref, tout ce qui est de la collecte et du transport des échantillons. Tout ça, ça a été très bien conçu au départ. Et puis, on a eu la chance, et ça notamment grâce à Marie-Aline avec qui je discutais autour du café, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas à l'EFS ?» Bon, voilà. Donc, du coup, on a commencé à travailler avec l'EFS, mais aussi avec la Biobanque de Picardie, où il y avait vraiment un gars formidable, très, très bien organisé. Et l'EFS et la Biobanque de Picardie ont travaillé ensemble. Et pour former, donc pour sélectionner toutes sortes de centres de ressources biologiques, il y en a eu 17 au total, certains qui étaient de l'EFS, d'autres qui étaient des CRB, des CHU, mais qui ont tous appliqué le même protocole. Et c'est l'EFS et la Biobanque qui sont allés former tous les CRB pour qu'ils appliquent le même protocole, qu'ils utilisent le même système d'information, qu'ils utilisent et ils leur fournissaient aussi tous les équipements pour faire ça. Et donc, du coup, on prélevait dans les centres. En moins de 6 heures, tous les prélèvements étaient alicotés et temporairement stockés. Et c'est une fois par mois qu'on les renvoyait à la Biobanque de Picardie. Parce qu'en réalité, le problème quand on n'a que du stockage local, c'est quand il y a des projets, c'est très difficile de sortir les échantillons. Donc, à la Biobanque de Picardie, on en a stocké les 2 tiers à moins 80, un tiers en azote liquide. Et la Biobanque de Picardie s'est équipée de toutes sortes de machines, notamment pour pouvoir tirer les échantillons. Donc, c'est très rapide quand on veut envoyer des échantillons dans un centre, c'est extrêmement rapide, relativement, hein, évidemment, mais c'est rapide. Et donc, on avait prévu d'avoir voilà, tous les échantillons qu'on avait prévus, urine, sérum, citrate, EDTA, etc. Et au total, on a observé, on a vraiment une très très bonne collecte avec 2700 patients qui ont au moins un échantillon et puis 1500 qui en ont au moins 2. Le lien avec les plateformes, il me reste combien? 2 minutes là? Bon, dommage. Voilà. Bon, le lien avec les plateformes, on travaille avec beaucoup de plateformes et beaucoup de cohortes internationales. Le business model, ça, je pense que ça peut vous intéresser. Le business model, la cohorte repose sur des financements publics et un partenariat public-multi-privé. Le financement public, donc le PIA, la bonne nouvelle, c'est qu'on on a été très bien classé, on a été financé. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on nous a dit, bah, vous avez 3,8 millions sur les 11,4 millions dont on avait besoin sur les 10 ans. Et la remarque du CGI, quand on leur a dit, mais vous n'y pensez pas, ils nous disent, oh, mais de toute façon, les médecins peuvent collecter les données.
On leur a dit, ben ça, vous avez tout compris. Enfin, finalement, ils nous ont donné 2 millions en plus, mais enfin, il fallait trouver les autres. Donc, la question à cette époque-là, c'était est-ce qu'on réduit la taille de l'échantillon ou est-ce qu'on réduit le suivi? On a dit non, on garde la taille de l'échantillon parce que sinon, c'est pas intéressant et on verra combien on peut faire, combien on peut tenir. Et ça a été comme ça, je veux dire, voilà, à ne pas savoir si ça serait fini. Finalement, on a obtenu d'autres financements publics, notamment du PIA Biobank qui s'était planté. Et voilà, donc alors, le partenariat public-multi-privé, le but, c'était vraiment d'élargir l'accès de ces cadérins aux acteurs industriels et de soutenir le financement de la cohorte. Les modalités du partenariat, ils ont été définies conjointement entre nous, les investigateurs, et INSERM Transfert, mais ça a nécessité une implication très active de nous, de la coordination dans le modèle. Je ne reviens pas sur la transparence, etc. Enfin, c'est un modèle qui a été vraiment très, je dirais, vertueux. Et c'est un partenariat dans lequel il y a plus de 12 industriels qui se sont impliqués à des durées plus ou moins longues et en fait qui a permis d'avoir un financement de 5 millions, de plus de 5 millions d'euros qui concerne 37% du financement total de l'accord jusque 2024. La gouvernance, je dis juste un mot. On avait une gouvernance avec 13 partenaires et 11 tutelles. Ça a été extrêmement pénible à gérer. Je vais dire les tutelles, les conventions, les machins, etc. C'était vraiment affreux. On avait beaucoup de réunions avec le comité des partenaires, les comités scientifiques, le comité industriel, le comité d'éthique, le comité de pilotage, avec tous nos partenaires. Le comité de pilotage, on s'est vraiment réunis une fois par mois pendant 12 ans. Ça a toujours très, très bien marché. Donc, on avait beaucoup de partenaires. C'était embêtant sur le plan administratif, mais par contre, ça a été… Alors, je donne juste j'en profite pour dire, j'aurais pas dû la mettre là, cette slide, pour dire que on avait beaucoup de partenaires, mais en réalité, la coordination nationale, l'instance opérationnelle, c'était un tout petit groupe dans lequel il y avait 3 personnes, Marie, Élodie, qui n'est plus là, mais qui n'est pas perdue pour tout le monde. Voilà, c'était un tout petit groupe de personnes et qui a très, très bien fonctionné. Mais ça, c'est l'instance opérationnelle. On n'a jamais tellement plus grossi que ça. Ça, c'est mon collègue bioinformaticien de l'agence. La conduite de projet, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on avait un comité de pilotage qui s'est occupé du protocole, qui avait diverses expertises, qui se réunissait une fois par mois. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que le PI d'une cohorte, c'est vraiment le chef d'entreprise, c'est le chef d'orchestre, le chef d'entreprise. Et donc, on avait des réunions de la coordination nationale, cette unité fonctionnelle, 2 fois par mois. On s'occupait de tout ce qui était aspect administration réglementaire, mais on a vraiment réparti les tâches. C'est-à-dire que, par exemple, l'agence de la biomédecine a géré tout le système d'information et plus encore, a géré toute la question des contrats avec les directions à la recherche clinique locale pour l'emploi des attachés de recherche clinique. Ce n'est pas nous qui avons fait les contrats des 40 attachés de recherche clinique. Nous, on assurait leur formation, on assurait le contrôle qualité, on avait le retour scientifique, mais jamais leur gestion. Ça a été énorme. Les questionnaires patients, c'était géré par le CHU de Nancy, le service de santé publique de Serge Briançon. Il y avait un comité de pilotage qui était piloté par l'EFS et la Biobanque de Picardie. Là aussi, il y avait des réunions avec les CRB pour voir comment tout ça fonctionnait. Et puis, évidemment, INSERM Transfert qui a géré le business model. Bon, je peux vous parler un. Voilà. Bon, simplement pour dire que ça a été déjà dit, les publications dans les cohortes, ça arrive tardivement. Donc, nous, on a commencé à recruter en 2013. Voilà, c'est seulement depuis 2020. Et là, on a 75 articles maintenant qui sont soumis ou publiés. On a plus de 110 projets qui ont été engagés. Et comme vous le voyez, des projets académiques, des académiques partenaires, non partenaires, des projets avec des collaborations internationales. Et ce dont on est assez content, c'est le nombre d'étudiants qu'on a pu former, et notamment des jeunes néphrologues, parce que la néphrologie était quand même assez fermée à l'épidémiologie quand j'ai commencé. Voilà. Bon, ça c'est tous nos groupes, toutes les thématiques qu'on aborde. Voilà, donc…
Je veux dire, le bilan, c'est que c'était quand même très positif. C'était une grosse opportunité, mais c'était vraiment un poids très lourd. Et pour la suite, voilà, je ne sais pas si je conseillerais de refaire la même chose.